Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en mai 2024 et c'est l'épisode 367 déjà. Microsoft va mettre de l'intelligence artificielle dans son système d'exploitation Windows 11. Et c'est peu de le dire parce que Microsoft crée même une espèce de norme, une espèce de marque dédiée à la compatibilité avec ses fonctions d'intelligence artificielle pour les PC. C'est Copilot+. On va en parler ensemble. Et puis, on a plein de petites autres infos, des nouveaux appareils de la gamme Surface. On a aussi l'affaire tonitruante de la voix de Scarlett Johansson dans ChatGPT. On va parler un petit peu aussi peut-être du bannissement de TikTok en Nouvelle-Calédonie. Plein de petits sujets fort croustillants. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve pas Guillaume Poggiaspala parce que pour la deuxième semaine d'affilée, c'est arrivé rarement, hein, il est pas là. Il semblerait que lui qui aime tant la capitale, qui aime tant Paris, soit de passage en ce moment, à croire qu'il est en train de tester la fonctionnalité de passe Navigo intégrée à l'iPhone. Cela voudrait-il donc dire qu'il a un iPhone? Je vous laisse spéculer. Et il semblerait peut-être même qu'il soit retenu par un groupe de techno-activistes parisiens et qu'il soit menacé de ne pas être libéré s'il n'avoue pas enfin être une AGI, une intelligence artificielle générale. Les rumeurs sont lancées. On vous laisse en discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord. Mais entre-temps, il a bien fallu que je tente au mieux de le remplacer. Et je pense qu'on sera en aussi bonne compagnie dans cet épisode parce que j'ai le grand plaisir de retrouver Cassim Montilla, journaliste et serial podcaster. Salut Cassim, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien et je vais faire de mon mieux pour remplacer Guillaume comme il se doit. Moi, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Ce sera forcément un grand plaisir de te retrouver et qu'on puisse échanger de tech. Est-ce que tu as testé les passages Navigo aujourd'hui à l'iPhone? Est-ce que tu as fait ton devoir de journaliste jusqu'au bout? Non, car j'ai un abonnement annuel à Navigo et donc ce ne sera pas disponible avant quelque chose comme 2026 pour moi. Oui, c'est vrai. Oui, on peut pas. C'est pas encore compatible sur tous les forfaits, mais bon voilà, les fans de la marque à la pomme seront ravis. Bon, je trouvais quand même au passage, avant que je rappelle les incontournables de début d'épisode, je trouve que c'est quand même chouette. Je pense que voilà, les JO sont pas étrangers à cette avancée-là, cette arrivée-là, mais c'est quand même chouette. On se faisait la réflexion avec des copains de se dire, moi quand j'habitais à Paris, tu vois, on était avec notre abonnement carte orange, la bonne vieille carte, quoi, le bon vieux plastique, les bons vieux tickets ces derniers temps, et honnêtement c'est vrai qu'en 2024 on va être content de pouvoir utiliser son smartphone, mais c'est une belle évolution, je pense. Je voulais faire un petit coucou et dérouler le tapis rouge pour un nouveau soutien Patreon à Tech Café. C'est Pierre Leroy. Merci beaucoup à lui d'avoir été en fait le seul fier soutien à s'inscrire sur patreon.com/techcafé depuis la semaine dernière pour faire grandir les rangs de celles et ceux qui financent le podcast. Bah oui, parce qu'habituellement, voilà, chaque semaine, il y a 3-4 personnes qui rejoignent le financement participatif. Évidemment, il y en a plusieurs qui souhaitent aussi suspendre leur abonnement, soit définitivement, soit temporairement, parce que le soutien sur Patreon peut être suspendu à tout moment, il est sans engagement. Mais je voulais quand même vous rappeler que Tech Café, évidemment, c'est un podcast complètement gratuit et qu'il est possible que vous puissiez un jour accepter de faire comme Pierre Leroy et donc vous abonner en lançant votre navigateur pendant même peut-être que vous écoutez l'épisode, peut-être même pendant que vous entendez ces phrases. Là, vous pouvez lancer le navigateur, vous en occuper. Et puis, c'est super simple et vous pourrez soutenir, en plus de Tech Café, plein de créatrices et créateurs de contenu assez formidables. Vous pouvez donc, comme je vous le disais, plafonner vos participations et les suspendre à tout moment. Et si vous n'aimeriez pas que Tech Café disparaisse, si ça vous manquerait de ne pas avoir des nouveaux épisodes, si vous trouvez que le contenu a sa place dans votre quotidien pour vous informer et vous faire passer un bon moment, vous divertir pendant des moments de votre journée avec des temps morts comme les transports, le ménage, le sport, ou même, je sais, vous êtes assez nombreux et nombreux pendant que vous vous endormez, je vais parler pas trop fort pour vous, faites-le savoir, patreon.com/techcafé, et puis vous profitez en échange d'un flux qui vous permet d'ajouter le podcast dans votre app sans la pub.
Dernier mot relatif à la communauté qui tourne autour de Tech Café pour souligner que, au même titre qu'il y a moins de soutien cette semaine sur Patreon, on est un peu en manque d'avis sur Apple Podcast. Le dernier date du 19 avril 2024. Alors je me demande ce qui se passe, quoi. Est-ce que Tech Café est en train de perdre en intérêt à vos yeux ou à vos oreilles? Je vous laisse évidemment réagir. Je vous rappelle que c'est évidemment hyper important de déposer votre avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict, tout simplement parce que quand quelqu'un tombe sur le podcast, s'il voit qu'il y a plein d'avis positifs de personnes qui apprécient le contenu, bah, ça donne encore plus envie d'écouter et de s'abonner. Donc, vous jouez le jeu du collectif. Je voudrais citer Philippe L sur Podcast Addict. Lui, il a laissé un avis. On peut le faire aussi sur cette app sur Android. Et il dit, je cite, « Il est temps de dire la vérité, messieurs. Je pense que Guillaume Poggiaspala bosse 24 heures par jour pour pouvoir produire autant de contenu qualitatif. » Je pense qu'il fait référence évidemment au suivi éditorial incroyable de mon compère, mais aussi à son exercice de ciblation de radio généré par intelligence artificielle que vous avez entendu il y a quelques épisodes de cela. Et donc, il dit, donc après 1 heure de contenu généré, il est clair que la paternité en revient elle-même à un être composé de chair et de semi-conducteurs. Quoi qu'en disent les castors. Il faut écouter les épisodes depuis longtemps pour comprendre de quoi il veut parler en parlant de castors. Si vous n'avez jamais écouté de podcast de veille technologique, commencez par celui-là et vous aurez le maître étalon. Tiens-toi bien, Cassim, Tech Café serait, je suis flatté, le maître étalon de ce que ça doit être. Et il dit bravo, vous méritez d'être pris comme modèle. Écoute, merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres podcasts tech qui pourraient être aussi des maîtres étalons pour une bonne partie des auditeurs et des auditrices, mais ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Sans autre forme de procès, on peut donc parler un petit peu de l'actu de cette semaine et ça va se concentrer pour bonne partie derrière la conférence annuelle de Microsoft. On est un petit peu là dans la saisonnalité des conférences. On attend la WWDC d'Apple, on a eu la Google I.O. dont on a parlé déjà la semaine dernière, et puis on a même eu un renfort avec OpenAI qui a aussi fait une présentation marquée ces derniers jours. Mais là, on a eu droit à la présentation de Microsoft, alors c'est toute une série de conférences d'ailleurs qui ont lieu sur plusieurs jours. Mais les conférences d'ouverture sont évidemment celles qui sont le plus propices pour être relayées dans des podcasts d'actualité tech. Et donc, comme je le disais en intro, on a une nomenclature qui arrive, qui a été présentée par Microsoft, qui va vous permettre d'identifier quand un PC qui tournera sous une future version de Windows 11 sera compatible avec des nouvelles fonctionnalités boostées et propulsées à l'intelligence artificielle. Cette nomenclature donc s'appelle Copilot+. Vous savez que Copilot, c'est le nom de l'assistant par intelligence artificielle générative de Microsoft. Là, c'est Copilot+. Qui sera donc quelque chose de disponible, quel que soit le processeur, qu'il soit sous ARM ou sous x86, mais en tout cas, il faut qu'un certain nombre de conditions matérielles soient réunies. Microsoft permet d'attribuer cette nomenclature si vous êtes capable de faire plus de 40 téraopérations, 40 TOPS, comme on dit, des téraopérations pour de l'intelligence artificielle. Et donc, si vous avez une unité de calcul pour l'intelligence artificielle intégrée, il y a aussi d'autres conditions, 256 Go de SSD et 16 Go de RAM, ça devrait aller pour pas mal de monde maintenant. Donc, dès que votre processeur sera capable de faire fonctionner des fonctionnalités à base d'intelligence artificielle en local, vous aurez droit à ce petit macaron. Donc évidemment, il y a toute une série de partenaires que vous avez l'habitude de connaître derrière les constructeurs de PC qui vont proposer leur solution Copilot+ pour Windows 11. Concrètement, c'est quoi? Parce qu'au-delà d'être une nomenclature, on pourrait imaginer que c'est une marque et que c'est quelque chose qui surfe sur la vague de l'intelligence artificielle. Alors oui, je pense que c'est un peu le cas, mais il y a quand même des fonctionnalités sur lesquelles on pourra s'attarder un petit peu. Il y a notamment Live Captions, qui est en gros du sous-titrage et de la traduction qui va se faire aussi en temps réel. On a Co-Creator, qui est une fonctionnalité de génération de contenu. Ça va plaire beaucoup aux créatifs, aux social media managers, etc., et les communicants qui vont avoir peut-être des outils encore plus faciles d'accès sur leur PC. Et puis, on a Recall. Alors, Recall, il faut qu'on s'attarde un tout petit peu aussi dessus, qui est, je pense, la fonctionnalité qui est la plus visible et qui fait peut-être le plus débat parmi les fonctionnalités de Copilot+.
qui est grosso modo une super fonctionnalité de mémorisation de tout ce que vous faites sur votre PC. D'aucuns diraient un immense service de flicage, mais qui va en local vous permettre de remonter le temps de tout ce que vous avez fait sur votre ordinateur. Je pense qu'ils doivent être très vexés chez Microsoft de ne pas avoir accès à la marque Time Machine qui était utilisée par Apple et qui est toujours utilisée par Apple pour les sauvegardes. Là, ça va plus loin et il est possible d'aller explorer le contenu de tout ce que vous faites sur votre PC pour remonter des petits détails de vos interactions, notamment par exemple sur des pages web. Ouais, ça, c'est ma version un petit peu globale, mais effectivement, Cassim, je te laisse compléter, corriger, réagir à ce début de présentation. Oui, non, alors, tout d'abord, Copilot Plus, effectivement, le cahier des charges, il est quand même assez serré. Déjà, les 16 Go de RAM, par exemple, ça exclurait, si Apple était un fabricant de PC Windows, tu vois, ça exclurait les MacBook Air entrée de gamme. Et puis, même l'Apple M4, tu sais, n'a pas le nombre justement d'opérations par seconde que propose la nouvelle puce de Qualcomm dont on va parler juste après, mais aussi les prochaines puces d'AMD et d'Intel. Donc on a quand même un niveau de performance demandé pour ces moteurs d'IA qui est assez élevé. Techniquement, je pense, ce sera à confirmer. Et je me demande dans quelle mesure il y a zéro PC sur le marché avant ces annonces qui seront compatibles en fait. Je pense que c'est que les nouveaux PC qui seront Copilot+. On verra, mais techniquement, la dernière génération en date de processeur Intel qui date de fin 2023 intégrait déjà une unité de processeur NPU dédiée à l'IA, mais pas forcément suffisamment performante par rapport à ce que demande Microsoft. C'est là la question que je pose. Donc ça, on verra, mais sinon, ce serait même, de toute façon, admettons que ce soit un processeur qui soit compatible, on parle seulement de la dernière génération en date de processeur Intel. Avant ça, ils n'avaient pas de puce dédiée à l'IA, donc faut probablement penser que tous ces PC-là, par contre, ne seront pas compatibles avec ces nouveautés. Et pour une fois, je pense que c'est justifié techniquement, même si ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter à jeter son ordinateur pour le remplacer, mais je pense que on peut le justifier technologiquement parlant, pour une fois. Beaucoup plus que par exemple à l'époque quand Windows 11 n'était pas compatible avec certains PC, où c'était un peu plus discutable, on va dire, comme blocage. Et je voulais revenir en particulier, moi, la fonction qui m'a le plus... Enfin, il y a deux démos qui m'ont vraiment bluffé, sur laquelle je pense qu'il faut qu'on s'attarde. L'autre, dont on n'a pas parlé, je pense qu'on se la garde pour juste après. Oui. La première, du coup, je vais m'attarder sur Recall, effectivement, qui est peut-être le truc le plus marquant pour les gens. Moi, la façon dont je l'ai expliqué, je pense en plus, je suis pas sûr que l'explication était, je le dis très peu diplomatiquement, mais qu'elle était forcément totalement claire sur ce que ça permet de faire. Donc Recall, en fait, c'est une fonction qui va vraiment faire des captures d'écran de ce qui se passe à votre écran très régulièrement, plusieurs fois par jour, qui va permettre à l'IA en fait de comprendre ce que vous faites en temps réel et de le sauvegarder, de le mémoriser grâce à des screenshots. Et il faut comprendre que là, on est vraiment en train de passer à l'ère des IA qui sont capables de comprendre ce qu'il y a à l'écran. On l'a vu chez Google, on l'a vu avec OpenAI. Les IA, désormais, elles sont vraiment capables d'interpréter ce qu'il y a à l'écran, ce que vous prenez en photo, ce que vous filmez, et leur environnement sont à la fois capables d'interpréter du son et de l'image. Ça, c'est vraiment la nouveauté de l'année en termes d'IA. Et donc l'application Microsoft, l'application de cette nouvelle technologie, ils ont décidé de la faire avec Recall, qui va prendre des captures d'écran régulièrement, et donc vous allez vraiment être capable de pouvoir demander à l'IA, par exemple, mais Guillaume Vendée, il m'a parlé sur Discord il y a 3 mois, il m'a envoyé un lien, il me semble que le site, c'était un site sur fond noir, et vraiment, il y avait des specs super intéressantes sur un PC qu'il avait vu qui avait l'air très cool. Est-ce que tu saurais me le retrouver? Et a priori, la démo, l'IA, justement, en langage naturel comme ça, va être capable de comprendre, ok, Guillaume Vendée, Discord, il y a 6 mois, je vois à peu près quand c'était tel lien, il a ouvert tel lien, machin, la capture d'écran, le site sur fond noir, oui, je vois, c'est ça. C'est probablement ça dont vous parlez, et il va être capable de te le retrouver. C'est pas une fonction, enfin, par rapport à la comparaison que tu faisais avec ta machine, je comprends l'idée, la blague par rapport au marketing, mais je trouve que c'est juste pour insister sur le fait que c'est pas un système de backup ou de sauvegarde oui, c'est vrai. ou de justement de revenir en arrière dans l'état de ton PC de l'époque. C'est vraiment une question. Moi, je le vois comme on a un collègue podcasteur qui dit souvent que Internet, c'est l'omniscience, la capacité d'avoir accès à l'information, notamment grâce au smartphone, d'avoir accès à l'information partout, tout le temps, à tout moment, de l'entièreté de l'information du monde, grâce à Wikipédia ou à Google dans une moindre mesure, d'avoir vraiment cet accès à une connaissance infinie partout maintenant, aujourd'hui. Mmh. Avec Recall,
l'idée, c'est d'avoir pour tout le monde et tout le temps sur PC une mémoire photographique. Vous savez, la mémoire photographique, c'est le truc qui est super bluffant dans les séries télé et les films. C'est ces personnes qui sont capables, ils lisent une page et ils sont capables de se souvenir de ce qu'il y a écrit sur la page sans apprendre par cœur ou quoi. Et ils ont vraiment une mémoire, voilà, une mémoire photographique. L'idée de Recall, c'est vraiment d'apporter cette mémoire photographique au monde du PC et de vous la proposer en fait. Et donc potentiellement, c'est très impressionnant technologiquement parlant. Moi, je pense que ça répond à un vrai besoin dans le sens où moi, c'est quelque chose que j'ai déjà rencontré plus d'une fois, de pas me souvenir. Bien sûr, on a tous des souvenirs de ce type-là, c'est clair. De pas me souvenir de tel site web, de tel document, de tel truc. Et je sais que l'information, elle est quelque part. Je sais que je l'ai vue hier et juste, j'arrive pas à retrouver l'onglet, j'arrive pas à trouver l'historique de Chrome, il me le propose pas. Et donc ça peut vraiment aider. Et je pense que pour une fois, c'est vraiment une IA qui répond à un vrai besoin et que c'est pas une sorte de truc inventé par des marketeurs, quoi. En revanche, évidemment, il y a des grosses questions qui se posent sur la vie privée et la sécurité. La vie privée, je dirais que j'aurais tendance à peu près à faire confiance dans la mesure où effectivement ça va être fait en local et à aucun moment les screenshots vont être envoyés chez Microsoft. Il faut imaginer que même c'est pas dans l'intérêt de Microsoft que ce soit envoyé chez eux parce que en termes de traitement, de stockage et tout, ce serait un bordel pas possible. Et ça engendrerait un coût immense pour un truc qui va être une fonction gratuite de Windows. Donc je pense vraiment pas que ce soit très intéressant même pour Microsoft de faire ça en termes d'exploitation de les données. En revanche, la question de la sécurité, moi je pense que c'est une question très importante parce qu'il précise bien dans la FAQ de la fonction qu'il va tellement tout photographier que potentiellement il peut photographier ton numéro de carte bancaire si tu es sur un site de paiement, il peut photographier ton mot de passe dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si c'est des points successifs, ça va, mais si ton champ de mot de passe soit est en clair, soit montre la dernière lettre tapée, techniquement il est potentiellement capable de se souvenir au moins en partie si ce n'est de l'adresse mail ou au moins le mot de passe, peut-être le mot de passe. Et donc, ça pose évidemment des questions de sécurité, notamment si un malware est capable, par exemple, d'avoir accès à cette base de données. Alors, c'est pas qu'il y a un dossier dans Windows où il y aura tous les JPEG de stocker bêtement, mais n'empêche que à quel point ça va être une boîte noire et à quel point ce sera une faille de sécurité potentielle dans Windows 11, quoi. Donc c'est un peu ça la crainte, même si je trouve la fonction assez bluffante. Et avant qu'on continue, je voulais juste dire un truc sur la conférence en général. Le fait que c'était une conférence qui n'était pas retransmise en direct, ce qui est quand même un peu fou, je trouve, en 2024, de ne pas avoir le budget pour un flux YouTube 1080p et de ne pas le faire en direct. Voilà, je trouve ça assez fou. En revanche, malgré le fait que c'était pas disponible en direct sur Internet, entre la conférence OpenAI, la conférence Microsoft et la Google I.O., ça insiste encore plus sur à quel point je trouve que Google s'est complètement raté avec la Google I.O. Bien sûr. À quel point ils n'ont pas du tout réussi à expliquer des cas d'usage concrets et ils ont juste répété le mot IA pendant 2 heures d'affilée sans que personne ne comprenne rien. Et à quel point et OpenAI et Microsoft, ils sont arrivés avec des démos qui parlent à tout le monde, avec des usages très concrets et une interface utilisateur et une expérience utilisateur qui a l'air peaufinée. Je trouve que la conférence là de Microsoft hier, et on parlera juste après des produits, c'est presque quelque chose qui est un peu du niveau d'Apple par exemple. Et tu parlais tout à l'heure de la WWDC qui va arriver, je pense que ça va enfoncer le clou et qu'on ressortira de ce printemps de l'IA par l'idée que Google s'est planté, quoi. Oui, Google, je crois, ils ont, malgré eux probablement, je ne crois pas que ça puisse être une stratégie assumée et volontaire, mais quand on compare effectivement leurs conférences avec les autres que tu viens de citer, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'ils profitent. Encore une fois, c'est pas conscient de leur part, mais de la comparaison. Je pense qu'en fait, quand tu as compris ce que GPT-4o propose, tu peux faire le jeu de la comparaison de ce que Gemini propose, de est-ce que c'est mieux, moins bien, est-ce que c'est plus convaincant, moins convaincant. Mais si jamais OpenAI et Microsoft ne proposaient pas les cas d'usage qu'ils font dans leurs conférences, on resterait complètement en flou chez Google. Et donc, on est intéressé pour savoir ce qu'ils font, simplement en le comparant avec les autres. Alors que, quelque part, j'ai l'impression que c'est eux qui sont le plus étalés dans la conférence d'ouverture. Bon, c'est une perception sans doute très personnelle et qui est à prendre sous le prisme d'une consommation de contenu de cet ordre-là par un particulier. Je rebondis effectivement sur Recall, Cassim, parce que
Je crois que c'est la fonctionnalité avec laquelle on pourrait presque développer tout un épisode, mais c'est quand même très intéressant. Il y a plusieurs réflexions que je me faisais. D'abord, une question que je me pose, et je ne sais pas si toi tu vas avoir la réponse, mais est-ce que ça veut dire que c'est la fin de oups, j'ai oublié d'enregistrer mon tableau Excel sur lequel j'ai bossé pendant 1 heure. Est-ce que ça veut dire, voilà, j'ai complètement oublié, mon PC a planté, mais il y a le screenshot, la copie d'écran qui s'est faite par Recall. Est-ce que ça veut dire que je peux dire à Recall ou à Copilot plutôt, mince, est-ce que tu peux me donner l'état des lieux de mon tableau Excel que je n'ai pas enregistré hier? Oui, je sais, ça n'arrive plus si souvent que ça aujourd'hui d'avoir des tableaux qui ne sont pas enregistrés dans le cloud en permanence. Mais est-ce que c'est la fin de ce genre de situation? Est-ce que, par exemple, un développeur qui a un gros souci sur son code source, sur l'archivage de ses documents sources, va pouvoir s'appuyer là-dessus? Je me posais la question de jusqu'où on va pouvoir exploiter cette fonctionnalité d'enregistrement automatique au-delà de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as un embryon de réponse à ça. La réponse courte, c'est non, ça va pas mettre fin à ça dans la mesure où déjà dans l'immédiat, tu peux pas, c'est littéralement une capture d'écran image, donc tu ne peux pas restaurer par exemple un fichier ou quoi. En revanche, mais l'IA peut comprendre ce qu'il y a dans l'image. Effectivement, et en revanche, et tu peux y accéder à la capture d'écran. Et en revanche, tu peux lui demander d'afficher la capture d'écran et de retaper à la limite ton document. Au moins, ça te permet de faire de récupérer. Voilà. Cela dit, là, le plus gros bémol que je vois, c'est le fait qu'on a a priori pas le contrôle. Alors, il y a quelques options, je peux détailler juste après, mais il n'y a pas de contrôle sur quand est-ce que Copilot va faire des captures d'écran. Il va les faire régulièrement. Et ils ont prévu, je ne sais plus combien de stockage à prendre, mais en gros, ça va occuper un peu de stockage, pas non plus des gigas et des gigas, mais ça va occuper un peu de stockage, et ils ont prévu en gros 3 à 6 mois, je crois, d'historique, sachant que plus tu as de stockage sur ton PC, plus tu peux le régler pour lui dire non, garde-moi les 10 dernières années si tu as envie, notamment sur les PC de bureau, je pense que ça ne posera pas de problème, et il sera capable de faire ça. Et tu peux, par rapport, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, tu peux aussi lui exclure des URL et des choses, notamment, tout le monde a eu, pas tout le monde, il y a eu une question immédiatement qui a été posée de j'ai peut-être pas tout le temps envie que l'OS fasse des captures d'écran de certaines choses que je fais sur mon PC ou de certains sites web que je visite sur mon PC, j'ai peut-être pas forcément envie qu'ils s'en souviennent. Il y a des images rigolotes qui nous viennent en tête, mais je pense qu'il y a énormément de cas d'usage en fait. Oui, tout à fait. C'est pas forcément que du divertissement vidéoludique sur certains sites, quoi. Tout à fait, exactement. Et donc il faut pas forcément. Et en tout cas, voilà, tu pourras exclure certaines URL à la main. Après, j'imagine que là, c'est la version 1 d'un outil qui sera amené à évoluer. Et ce que tu proposes là de pouvoir peut-être restaurer un truc, je pense que dans la version 1, ce sera pas un cas d'usage vraiment très concret, en vrai, très pratique. Ce sera peut-être à la marche, ça se fera, mais pas vraiment. En revanche, dans l'avenir, je vois pas pourquoi ce serait pas une évolution très logique de ce système, quoi. C'est le bon sens. Un petit mot aussi parce que on avait des auditeurs qui réagissaient à la présentation d'OpenAI en disant non mais attends, ChatGPT, vous avez vu, il faut carrément lui partager la fenêtre de ce qu'on fait pour qu'il comprenne. Moi je trouve qu'il va y avoir de l'abus. Bon là avec Recall c'est carrément toute votre interface qui part dans cette fonctionnalité là, donc c'est en local. Ça pose évidemment moins de questions, mais je pouvais pas m'empêcher de faire en parallèle de remettre en parallèle cette remarque. 2 réflexions un peu de fond sur Recall avant qu'on passe à la suite. Je peux pas m'empêcher de trouver quelque chose de pas noble, et là, ce que je vais te partager, Cassim, est vraiment purement subjectif et absolument pas étoffable dans ma réflexion. C'est juste un sentiment que j'ai. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'on est dans une direction curieuse dans la technologie, de faire des copies d'écran permanentes, automatisées de ce qu'on fait, et d'interpréter ces copies d'écran en déduisant des choses logiques. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai beaucoup de mal à retranscrire ce sentiment, mais j'ai un sentiment d'une espèce de dérive, de manque de noblesse. Pour moi, le développement, et probablement que c'est parce que j'ai été éduqué au développement objet, avec des langages peut-être de bas niveau qui nécessitent beaucoup d'optimisation mémoire, mais il y a quelque chose d'assez élégant dans du développement qui fait que tu n'utilises vraiment que la ressource dont tu as besoin. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que l'intelligence artificielle nous amène aujourd'hui à bouleverser la façon dont on conçoit le développement et dont on conçoit les outils aujourd'hui pour les utilisateurs, en y voyant quelque chose d'un peu brutal et d'un peu moins subtil, quoi. Je sais pas si tu vois ce sentiment. Le sentiment d'un peu qu'on utilise une usine à gaz quelque part. Exactement. Oui, tout à fait.
Exactement. Je peux comprendre. Après, je pense qu'il y a une question de aujourd'hui le hardware a tellement progressé qu'il y a une question de confort dont on peut se permettre de faire ça. Je pense aussi qu'il y a une vraie idée derrière de choses qui sont pas totalement faisables. Enfin, j'imagine que tout serait faisable avec du code, mais en gros, par exemple, des codes visuels type justement, j'ai vu une robe, j'ai vu un machin, des choses très visuelles dans ce dont on se souvient nous et qu'on va demander à l'IA de se souvenir, je pense, passe légitimement par ça. Et puis je pense aussi qu'il y a une question même d'expérience utilisateur où en fait l'IA va vraiment être capable de te montrer le screenshot en question en disant est-ce que c'est ça dont tu parles? Et en fait visuellement, toi tu vas pouvoir dire oui, c'est ça dont je parle. Évidemment, évidemment. Dernière réflexion, et en fait, comme j'ai déjà fait la réflexion dans l'épisode dernier, je ne Ouais. fais que me répéter. Je peux pas m'empêcher, quand je vois ces fonctionnalités, de me dire, mais en fait, moi, je comprends les intentions des personnes qui sont derrière le AI PIN là, de Humane, ou, bon, dans une autre mesure, peut-être des Rabbit Air One. Donc voilà, je vais pas remettre sur le devant de la scène tout ce que je pense du non-aboutissement du développement de ces appareils. Mais si je fais abstraction de la technologie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, mais je me dis, mais oui, mais c'est tellement évident que demain, il va y avoir la possibilité d'avoir des micro-appareils qui vont être portés sur soi et qui vont faire la même chose avec notre environnement que ce que va faire Recall avec ce qui se passe dans un ordinateur, avec encore plus de questions soulevées sur la vie privée, et j'ai évidemment de manière très très légitime, mais technologiquement parlant, je peux comprendre que demain, on puisse envisager qu'il y ait des appareils qui fassent ça, et que certains aient envie d'être les premiers à proposer le produit qui sera pertinent là-dessus. Bon, c'est pas demain la veille, hein, mais je peux d'autant plus le comprendre. Pour continuer un petit peu à parler de cette conférence Microsoft, il faut qu'on parle un petit peu aussi de l'orientation qu'a pris Microsoft avec les processeurs ARM. Les Euh, processeurs ARM et Windows, c'est une longue histoire. Est-ce que tu veux qu'on parle plutôt de l'utilisation qui a été démontrée avec GPT 4o et Minecraft, ou est-ce qu'on continue un peu Ouais, sur l'aspect ce que matériel? j'allais dire, c'était que Ok, tant qu'on est sur les usages de l'IA, peut-être allez, parler de allons-y. GPT-4o et T'as après raison. on enchaîne avec le hardware. T'as raison. Bon, cas d'usage qui a été présenté spécifiquement avec GPT-4o, c'est, et je le dis en quelques mots et après je te laisse continuer à développer et à réagir, c'est la démonstration de quelqu'un qui joue à Minecraft, a priori pour la première fois, en tout cas c'est le cas d'usage qui est décrit, et il y a Copilot propulsé à GPT-4o qui voit l'interaction dans le jeu et qui arrive à donner des conseils, qui arrive à dire, ben, voilà, par exemple, là tu voudrais ok, créer une épée, mais il te manque tel et tel matériel, peut-être que tu devrais commencer à miner tel et tel élément. Et quand il y a un zombie qui apparaît, vous pouvez aller voir la vidéo, hein, tout ce que je vous dis sera beaucoup plus clair de le visualiser par vous-même. Mais il y a un zombie qui apparaît, un ennemi dans Minecraft, et oh là là, il y a Copilot qui dit vite, va te planquer, c'est un zombie, c'est un ennemi, etc. Et ça laisse entreapercevoir les possibilités, non seulement dans le jeu vidéo, mais évidemment bien plus largement que dans le jeu vidéo, d'accompagnement. Et là, le nom de Copilot prend vraiment tout son sens, je pense, dans les interfaces graphiques qu'on va avoir sur nos ordinateurs et nos appareils. Pour l'accompagnement, pour le dépannage, pour l'approfondissement des usages. Il faut peut-être aussi toucher du doigt des limites. Là, on est sur un cas d'usage Minecraft qui est peut-être assez spécifique, assez visuel, assez cloisonné dans ses éléments. La première blague qu'on peut se faire, c'est oulala, j'espère qu'il va être d'aussi bons conseils quand je vais lancer Elden Ring avec son extension. Mais et ce sera peut-être pas si évident que ça, mais il faut transposer ce cas d'utilisation de Copilot propulsé à GPT-4o avec Minecraft, avec beaucoup d'autres possibilités d'interface graphique sur un ordinateur. Ça a retenu ton attention, ça aussi, Cassim? Ouais, tout à fait. Bah, alors déjà, comme tu le disais il y a 2 secondes, c'est quelque chose qui va regarder ce qu'on fait à l'écran au même titre que ce qu'avait présenté OpenAI justement avec ChatGPT, mais sauf que cette fois c'est complètement intégré à Windows 11. C'est un peu ça la force du truc. Et donc la démo, elle est quand même assez bluffante. La question, c'est déjà de savoir si c'est une démo qu'on va pouvoir reproduire réellement chez nous ou c'est juste une démo qui restera une démo. Hein. C'est toujours un peu la même question. C'est comme OpenAI. Pour l'instant, c'est très impressionnant ce qu'ils ont montré, mais à voir en vrai, quoi, un peu. Et ce qui m'a bluffé, il y a des choses que je pense qu'on remarque pas, justement parce que c'est naturel, et ça peut être bluffant justement. C'est dans l'extrait à quel point l'IA
au début a une voix très calme quand il s'agit d'expliquer effectivement comment faire une épée. Ouais, t'as raison. Et à quel point, au moment où les zombies apparaissent et où le joueur demande mais c'est quoi ça et que l'IA répond que c'est des zombies, elle prend une voix plus paniquée, plus dans l'urgence, en lui disant de courir et tout. Et en fait, elle prend le ton change. Et en fait, une IA, enfin une voix artificielle qui est capable de changer de tonalité comme ça et d'humeur finalement, c'est bête, mais en fait, ça rend le truc beaucoup plus humain. Ah oui, tout à fait. Et ça contribue complètement à l'effet bluffant de la démo. Moi, je trouve que, en plus, on reparlera après des voix. J'aime bien la voix un peu robotisée de cette démo, qui me Ouais. rappelle, pour les joueurs de Destiny, alors j'ai très peu joué à ce jeu-là, mais qui rappelle énormément les ghosts ou les fantômes, là, les sortes d'assistants. C'est une sorte de drone qui te suit dans le jeu et qui te parle et qui te conseille, justement. Évidemment, c'est complètement scripté dans le jeu, mais là, on arrive à l'idée, on touche du doigt l'idée de reproduire ce cas d'usage qui était jusque-là dans des jeux vidéo de SF avec quelque chose de concret et temps réel. Donc, si ça marche comme dans la démo, c'est juste bluffant. D'autant que, puis c'est vraiment, je vais pas enfoncer une porte ouverte, mais oui, on se rapproche de Jarvis, quoi. Oui. Quand tu es capable vraiment d'interpréter, de pouvoir effectivement aider l'utilisateur comme ça. Et puis, ok, la démo de Minecraft est impressionnante et c'est un jeu de Microsoft, mais oui, à quel point on pourra lui demander des conseils la première fois qu'on ouvre Photoshop, la première fois qu'on ouvre Elden Ring, ou tel sujet, ou il y a un message d'erreur, comment est-ce que je peux le réparer? À quel point c'est pas la fin des guides et astuces sur Internet pour tous Les les tutos. sites de JV, les tutos, les sites de tech, etc. À quel point tout ça va pas se faire remplacer par l'IA, quoi. Ah mais même, j'irais compléter, les cas d'usage des technophiles qui ont, des papas et des mamans qui ne sont pas aussi technophiles et qui demandent tout le temps à être dépannés à distance. Je pense qu'il y a de beaux jours devant ces services-là. Mais effectivement, il reste quand même une inconnue qu'on a soulevée depuis la conférence d'OpenAI et aujourd'hui, on manque encore de billes pour vraiment arriver à mesurer, à quel point ce qui a été présenté va être, réel. C'est, les performances effectivement de GPT-4o en temps réel comme ça et Euh, surtout sur les performances de la voix. Tout porte à croire que là, entre les différents exemples des différentes entreprises, c'est vraiment ce qu'il va y avoir, mais j'aimerais mais c'est pouvoir tellement mettre la main beau dessus, tu vois? on a du mal à y croire. Bah On oui, a c'est tellement eu de ça. fois des démos qui ont pu nous bluffer quand c'est des démos et qui après se sont révélées, d'ailleurs de la part de Google par exemple, et qui se sont révélées être des montages ou des choses qu'on a envie de tester par nous-mêmes pour vraiment constater la chose. D'ailleurs, j'en profite avant qu'on passe sur le hardware pour mentionner, notamment dans le cas de Recall, que enfin, c'est une très bonne nouvelle, mais ce sera disponible en français dès le début. Ce qui Ouais. est quand même rarement le cas venant de Microsoft et des boîtes de tech en général. C'est très souvent cantonné aux États-Unis. Là, non, ça va être disponible en français dès le départ. Ouais, c'est bonne nouvelle ça. Ça, c'est plutôt chouette. On attend donc, de pouvoir, se confirmer et tester de nos propres mains, les présentations qui ont été faites, avec cette intelligence artificielle. Effectivement, on va toucher un petit mot du matériel pour être complet sur cette, présentation avec, 2 aspects. Bon, les nouveaux appareils Surface, je vais les lister un petit peu rapidement derrière, et puis je te laisserai réagir. Mais juste avant, comme je le disais, tout à l'heure, on a quand même une grande histoire qui tente d'être une histoire d'amour entre Microsoft et les processeurs ARM, ou plus précisément entre Windows et les processeurs ARM. Je me rappelle qu'à plusieurs occasions, y compris souvent avec toi, Cassim, on a eu l'opportunité de parler des versions de Windows qui tournaient avec ARM. Donc là, on est dans une nouvelle étape, puisque déjà, moi, ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'évidemment, Copilot Plus est une nomenclature, comme je disais tout à l'heure, qui est tout à fait compatible avec ARM. En tout cas, c'est agnostique d'un point de vue architecture, hein, qu'on soit sur des processeurs x86 ou des processeurs ARM. Et En tout cas, ce sera même d'abord disponible sur ARM, oui, d'ailleurs, actuellement. oui, c'est même d'ailleurs plutôt un avantage pour les processeurs ARM, même si les processeurs Intel, AMD, et cetera pourront être compatibles demain. En tout cas, on a cette, transition, j'ai l'impression, de génération vers les processeurs ARM qui, quand même, va
tendre à se faire. Et surtout, Microsoft a présenté une couche de traduction pour ne pas avoir à recompiler les apps. Alors, les plus Apple fanboys d'entre nous savent que ils ont déjà vécu ça, notamment avec la transition des PowerPC vers Intel, c'était Rosetta, et plus récemment avec la transition de Intel vers ARM, c'est Rosetta 2. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas avoir à recompiler son application dans le système d'exploitation pour arriver à le faire tourner sur un processeur avec une architecture différente. Et en l'occurrence, Microsoft a présenté Prism sur Windows 11 avec alors, si ça se confirme, je ne crois pas que c'était l'équivalent chez Rosetta 2, en l'occurrence chez Apple, mais peut-être que je me trompe. 10 à 20% plus de rapidité sur la même app qui tournerait sur ARM avec Prism. Je suis un peu étonné de voir un tel gap de vitesse avec une couche de traduction telle que Prism, mais peut-être que je ne me rends pas du tout compte. Je pense que c'est la comparaison 10 à 20% qui t'a peut-être perdu. C'est 10 à 20% plus rapidement que la précédente couche de traduction qui existait sur Windows 11 jusqu'à présent. Voilà. Alors, j'étais en train de me dire, ils arrivent à nous faire croire que la couche de traduction fait tourner l'application plus vite sans être compilée nativement sur ARM que sur x86. Donc, ok, merci de me corriger. Non, c'est juste que, en gros, pour la faire courte et pour faire ça mais très rapidement, toutes les versions précédentes de Windows sur ARM, c'était tout pourri. Les performances étaient catastrophiques. Ça fait 10 ans que Microsoft promet ça, 10 ans que Qualcomm promet ça. Il y avait 2 soucis. Les puces n'étaient pas bonnes et surtout, Windows n'était pas optimisé. Les 2 soucis sont en train d'être réglés. On va parler des puces juste après. Mais là, c'est ce système Prism et cette mise à jour de Windows 11. Il faut comprendre que c'est la chose qu'on a vécue en 2020 avec Apple. C'est un OS, c'est la promesse en tout cas. Il faudra attendre les tests, évidemment. Mais c'est un OS 100% compatible pour l'utilisateur final de façon transparente avec des machines ARM pour tous les logiciels. Vous allez pouvoir faire tourner vos jeux, vos navigateurs, etc. Évidemment, si les logiciels sont natifs pour ARM, c'est mieux. Et vous allez quand même avoir des performances supplémentaires, plus d'optimisation. Mais en attendant que les développeurs fassent ce travail-là, vous allez avoir vraiment une couche de compatibilité qui va faire que c'est transparent pour vous. Et j'insiste notamment sur la question du jeu vidéo, qui est une question qui est un peu plus importante sur Windows que sur Apple, évidemment, pour dire qu'il y a vraiment une grosse couche de compatibilité, notamment des systèmes anti-cheat qui sont importants comme BattleEye, qui sont maintenant natifs pour ARM, ce qui fait que sur les PC, alors pour l'instant Qualcomm est le seul partenaire de Microsoft, on va pouvoir parler du hardware juste après, mais en gros, pour la faire courte, c'est des bons PC. C'est pas des PC de jeu, mais c'est des PC qui peuvent se débrouiller pour faire tourner du jeu vidéo. Évidemment, de façon optimale, des jeux type Balatro, ça va être génial. Mais même des jeux plus gourmands, un Baldur's Gate 3 par exemple tournera. Moi, j'ai vu tourner Baldur's Gate 3 sur un PC Qualcomm. En 1080p à 30 fps. Alors les détails sont au minimum, c'est pas le truc le plus fluide du monde, mais ça marche. Et ça montre, et c'est quand même un jeu relativement récent et relativement gourmand. Donc ça montre que la compatibilité elle est là. Après c'est une histoire de puissance de calcul, c'est une histoire que c'est des ultra portables et c'est pas des PC conçus pour faire du jeu vidéo à la base. Hein. Vous ne feriez pas ça sur un ultra portable Intel ou AMD. Donc c'est logique que ça soit pas non plus trop le cas sur un ultra portable Qualcomm. Mais le PC était quand même relativement bien capable et plutôt de façon impressionnante, je dirais. C'est top. En tout cas, le choix de ARM désormais est de plus en plus légitime. En tout cas, il est de moins en moins clivant. J'ai l'impression qu'il amène beaucoup moins de restrictions qu'avant. Donc la transition se fait moins doucement et plus sûrement. Et je termine effectivement en touchant un petit mot des nouveaux produits Surface, mais tu pourras évidemment me compléter de manière bien plus pertinente qu'Assim, mais effectivement il y a la nouvelle génération des Surface Pro qui sont les tablettes, mais quelque part plus que ça, qui sont désormais propulsées dans leur nouvelle version avec les Qualcomm Snapdragon X Plus et Snapdragon X Elite. J'adore ces marques, qui promettent 2 fois plus de puissance que les Surface Pro 9, rien que ça, mesdames et messieurs, avec une unité de traitement NPU avec 45 Tera opérations, un choix, et ça je trouve ça plutôt chouette en fait. Je me dis qu'il y a plein d'appareils qui gagneraient à offrir
faire ce choix entre le LCD pardon, ou le OLED. Donc en tout cas avec des résolutions en QHD et sur des formats de 13 pouces. Évidemment, le Wi-Fi 7 devient désormais une forme de standard à installer sur des appareils dignes de ce nom. Donc c'est le cas pour les Surface Pro de cette génération. Il y a l'option évidemment de proposer de la 5G. 4 couleurs. Moi j'aime bien rappeler qu'il y a des couleurs comme ça qu'on peut choisir. Ces couleurs, c'est beau. Et puis une gamme de prix qui s'étend quand même de manière assez large de 1200 € à 2500 € grosso modo. Et puis pour compléter cette description de Surface Pro, il faut qu'on touche un mot des nouvelles versions des accessoires qui sont proposés avec, dont je n'ai pas le prix, mais qui, je crois, sont pas toujours donnés. Il y a le Surface Slim Pen qui offre plusieurs évolutions, dont le retour haptique. Donc voilà, le Apple Pencil Pro 2 Max++ qui a été présenté il y a quelques jours ne sera pas le seul à proposer des retours haptiques pertinents. Je suis sûr qu'il y a beaucoup à en offrir. C'est que je suis toujours aussi fan, moi, des interfaces avec retour haptique. C'est vraiment un truc... je fais partie de ces rares personnes qui sont capables de préférer un produit à un autre si le retour haptique est bien fait. Bref. Et puis le Flex Keyboard, donc le clavier, qui offre une petite évolution par rapport aux versions des générations précédentes, c'est le fait de pouvoir l'utiliser en manière détachée. Et ça, je pense que ça peut être vraiment aussi une vraie plus-value à l'usage. Ça paraît tout bête, mais le fait de ne pas avoir besoin de coller son clavier à l'écran pour interagir avec, eh ben, moi je dis oui, je dis complètement oui. Il y a plein de cas d'usage d'ailleurs qui le justifient. Et puis, je me dois aussi de toucher un mot des Surface Laptop, qui sont sur une gamme de prix un peu moins étendue, puisqu'ils commencent eux aussi à 1200 €, mais ils ne vont que jusqu'à 1550 € si je ne dis pas de bêtises, avec deux formats de taille, donc 13,8 pouces et 15 pouces, et qui sont 80% plus rapides que les générations précédentes. Évidemment, ils fonctionnent avec... ils sont estampillés Copilot Plus, avec des promesses de exécuter vos applications, toutes les applications que vous imaginez, de manière plus rapide que sur les dernières versions des MacBook Air. Ma foi, Cassim, qu'est-ce qui justifierait aujourd'hui de ne pas t'équiper d'un appareil Surface? En vrai, je dis ça semi en rigolant, parce que à chaque fois qu'on parlait des appareils Surface, moi j'avoue qu'il y avait des formes de compromis et des gammes de prix qui étaient un peu rédhibitoires pour moi. Là, les gammes de prix sont pas forcément les plus low cost qui soient, mais enfin, quand je vois tout ce qu'il y a derrière et toutes les promesses d'exécution, notamment avec les fonctionnalités dont on a parlé juste avant avec l'intelligence artificielle, je trouve que c'est quand même un excellent cru de gamme d'appareils Surface. Je me trompe? Il y a quelque chose que je vois pas? Alors, je suis totalement d'accord avec toi. J'irai même plus loin. Tu as mentionné les couleurs, mais c'est un détail, mais au secours, Apple, souvenez-vous qu'il y a aussi des couleurs autres que le noir et le blanc. Oui, c'est vrai. Ensuite, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on sort tout juste, on parlait de la Google I.O. et de la conférence OpenAI, mais on sort aussi tout juste d'une conférence Apple, celle de l'iPad Pro. Et s'il y a bien un truc qui est ressorti de cette conférence, hormis le fait que l'appareil en lui-même, l'iPad Pro, est bluffant, c'est qu'il y a quand même pas mal d'utilisateurs qui sont frustrés par le fait, je crois que c'était Marques Brownlee qui en parlait, mais même d'autres, le fait que l'iPad Pro, ça reste un iPad et que en fait, tu ne peux pas remplacer un PC portable avec un iPad Pro. Alors, certaines personnes arrivent à travailler totalement avec un iPad Pro, pas de souci, ou avec un iPad. Ça, il n'y a pas de souci, je veux bien l'entendre. Mais il y a cette question toujours de cette frontière artificielle qu'Apple justement dresse entre son iPad et son MacBook, avec un iPad Pro qui tourne avec une puce M4 et ton MacBook qui tourne avec une puce M3. Donc sur le papier, ton iPad Pro est plus performant, mais tu ne peux pas faire tourner les applications macOS sur ton iPad Pro parce que Apple a décidé que tu ne pourrais pas faire tourner les applications macOS sur ton iPad Pro. Et cette frontière artificielle, elle convient à certains utilisateurs, il n'y a pas de souci. Mais elle en frustre d'autres, et je pense que du côté de chez Apple, c'est de plus en plus clair qu'il y a des gens qui sont frustrés par ça. Et, et la Surface Pro, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup moins pertinente, je pense, on peut se le dire, en usage totalement tablette, mais il faut avouer que c'est quand même un produit qui, avec son tactile, son stylet et en fait son usage de PC portable, est ultra intéressant et ultra sexy. Le fait de pouvoir te dire que tu vas prendre des notes et après te mettre à travailler sur la même machine, que tu vas pouvoir faire une retouche sur Photoshop directement au stylet sur la machine en elle-même avec la version complète de Photoshop, et ensuite de repasser sur un autre logiciel, de pouvoir jouer avec les fenêtres comme tu jouerais sur un PC portable parce que c'est un PC complet, c'est quand même très très puissant comme idée. Et effectivement, Microsoft pour une fois n'hésite pas à dire que sur le papier, alors là encore il faudra attendre les tests,
mais ils estiment qu'ils sont plus performants en multitâche que les MacBook M3, de l'ordre de 20 à 50% quand même, donc c'est pas anodin. Tout en proposant une autonomie. Alors, ils n'ont pas exactement les mêmes critères d'autonomie chez Apple et Microsoft, donc c'est pas ultra clair, mais a priori, ils tapent sur une autonomie qu'on comprend être équivalente. Alors, eux, ils disent plus que chez Apple, mais ils disent plus que chez Apple sur des critères qui sont pas les mêmes. Microsoft fait de la vidéo en local, Apple fait de la vidéo en streaming, ce qui est beaucoup plus pertinent, je trouve, dans le cas d'Apple. Et donc, à mon avis, ça va être kiff-kiff en réalité. Enfin, la promesse, je pense que c'est kiff-kiff. On verra justement en réalité ce qu'il en est. Et donc, il faudra attendre les tests. Et il y a des questions qui se posent sur l'aisance d'utilisation. Par exemple, à quel point il y a de la ventilation ou non dans ces machines. Une des forces du MacBook Air qu'on oublie souvent, c'est le fait qu'il n'y a aucune ventilation dedans. Une autre force du MacBook Air, c'est que quand il n'est pas branché sur batterie, quand il est sur batterie et qu'il n'est pas branché justement au secteur, il est aussi performant que quand il est branché, ce qui historiquement n'est pas le cas des PC sous Windows. Et du coup, je me demande si ce sera le cas enfin de ces nouveaux produits, justement. Est-ce qu'une Surface Pro 11 sur batterie sera aussi performante qu'une Surface Pro 11 branchée sur secteur? Ça va être la question. Mais toujours est-il que moi, je trouve vraiment, effectivement, et en termes d'ingénierie, enfin, moi je le dis depuis longtemps, mais en termes d'ingénierie, je trouve que Microsoft fait du meilleur taf qu'Apple sur ses produits. Le pied ajustable qui est intégré à la tablette sans devoir faire de l'origami avec un clavier ajustable, c'est quand même ultra pratique. Il n'y a pas d'encoche. Je suis désolé de le dire, mais c'est quand même fou en 2024, mais c'est des écrans borderless sans encoche, quoi. Et qui font de la reconnaissance faciale complète 3D, sans moins-value sur la sécurité des utilisateurs, et qui font de la reconnaissance faciale complète. Il y a même des bonnes idées, type le clavier. Tu as parlé du fait que le clavier faut utiliser à distance, mais du coup, la languette de connexion avec la Surface Pro, quand tu la mets à distance, enfin quand tu utilises le clavier à distance, du coup, tu peux glisser la languette sous le clavier, et du coup, ça te permet d'avoir une sorte de réhausseur, tu vois, pour avoir le clavier avec son angle un peu plus pratique, quoi. Enfin, c'est le genre de détails, quand même, qui sont des détails très appeliens, d'ailleurs. Et je trouve que ça marche, et je trouve qu'aujourd'hui, la vraie différence, pour conclure, c'est que d'un côté, tu auras macOS ou iPadOS, et de l'autre côté, tu auras Windows, et que malgré toutes les améliorations de Microsoft, je pense qu'il y a plein de gens pour qui macOS est plus pratique et va plus mieux marcher dans leurs habitudes, et ils vont rouspéter s'ils passent à Windows. J'en suis convaincu. Ouais. J'en fais un peu partie, hein. Et donc, du coup, je cautionne ce que tu dis, parce que je pense que c'est des retours qui, dans l'absolu, sont pas forcément très rationnels. Il y a les services aussi Apple. Une fois que tu es abonné et que tu as commencé à t'immerger dedans, c'est compliqué d'en sortir. Mais force est de constater que... Mais je pense que, objectivement parlant, si on met de côté l'OS, sur le hardware pur, je pense que la Surface Pro 11 est un bien meilleur produit que ce que propose Apple aujourd'hui. En admettant que les tests valident les promesses à Microsoft, hein, évidemment. Évidemment. Mais là, sur le papier, ce qui est présenté, c'est sûr, il y a des trucs tout bêtes, mais 4 ports USB, quoi. Enfin, quand tu réfléchis à l'interface USB-C de l'iPad, si tu le branches, si tu n'as pas un adaptateur, tu fais plus rien. Enfin, tu n'as plus de connecteur. Et quoi qu'on en dise aujourd'hui, on a encore besoin de brancher. On peut se connecter à 3 écrans 4K en externe avec une surface. Bref, c'est un appareil qui mérite d'être regardé. Si vous aviez envisagé de changer d'appareil, j'allais dire d'informatique du quotidien, ou que vous vouliez vous équiper d'une tablette, ou peut-être les deux, je pense que ça mérite plus que jamais d'y regarder. Et puis, pour achever cette comparaison avec Apple, Cassim, je dois aussi dire qu'une des forces pour moi historiques d'Apple, c'est d'arriver à, de manière très transparente, marier le matériel et le logiciel sans trop qu'on s'en rende compte. Et là, ce qui est bizarre, c'est qu'on a une nouvelle version de l'iPad, et on l'a déjà dit, qui est boostée aux hormones et qui pourra interpréter mieux que jamais l'intelligence artificielle, mais on n'a pas les cas d'usage d'intelligence artificielle qui font l'effet waouh, alors que Microsoft fait l'effet inverse. En fait, ils arrivent à nous présenter des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui, à minima, interpellent et, dans le meilleur des cas, nous donnent très envie d'y goûter, avec des produits très clairement identifiables, chiffrés, on sait combien ça va coûter et vers lesquels on peut se tourner pour en profiter, quoi. Donc je pense qu'on va finir la rubrique, donc j'en profite pour glisser un dernier truc à côté duquel tu es peut-être passé. Je trouve ça assez significatif pour mesurer un peu le chamboulement qu'on va connaître du côté du PC. C'est qu'en fait, il faut vraiment imaginer que là, pour Microsoft comme pour les partenaires fabricants, c'est
une sorte de mini-révolution à l'intérieur de l'écosystème PC, hein, vraiment, ce passage à ARM plus le passage à Copilot+. C'est vraiment une étape très importante pour eux. Et il faut savoir deux choses. Windows 10 arrive à expiration l'an prochain en termes de sécurité. Ah oui. Donc il va y avoir tout plein d'entreprises qui vont vouloir renouveler leur flotte. Donc il y a une sorte d'alignement des astres pour que potentiellement, justement, par exemple, Qualcomm prenne vraiment des parts de marché à Intel et AMD. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point pour vraiment mesurer un peu l'importance du truc, c'est que, par exemple, tu m'y faisais penser avec la clarté hardware et logiciel, et ça vient aussi des noms simples que peuvent avoir les produits. Et Surface Pro et Surface Laptop, c'est assez clairement identifiable, ce qui n'est pas forcément le cas chez d'autres fabricants. Et ce sera désormais le cas, notamment chez HP, qui a décidé de profiter de ces événements-là pour, je ne sais pas si tu as vu, mais pour complètement rebooter. Rebooter exactement leur catalogue. C'est-à-dire qu'ils suppriment la gamme Pavillon, ils suppriment la gamme Envy, ils suppriment la gamme Spectre, ils suppriment la gamme Dragonfly, ils suppriment toute leur gamme historique chez HP pour n'avoir plus que 3 gammes. La gamme Omen pour les PC gaming, la gamme Omni pour le PC grand public et la gamme Elite pour les PC professionnels. Et vous voyez, j'ai pu expliquer à l'oral en 3 mots les 3 gammes, et c'est d'une simplicité confondante. Et donc, voilà, si vous avez un ultra portable et que vous allez à la Fnac, vous aurez un HP Omni, un HP Omni Book, du coup, si c'est un ultra portable, un HP Omni Desktop si c'est un PC de bureau. Et vous aurez une lettre derrière, enfin un chiffre derrière pour vous dire l'endroit dans la gamme. Si c'est un Omnibook 3, c'est l'entrée de gamme. Si c'est un Omnibook 7, c'est l'haut de gamme. Et si c'est un Omnibook Ultra, c'est le ultra haut de gamme. Enfin, c'est assez intuitif pour le coup comme convention de nommage. Et ça suit en plus les conventions des processeurs 3, 5, 7, 9, Ultra, etc. Donc c'est assez simple à comprendre. Et je trouve que le fait qu'ils en aient profité de cet événement-là pour faire cette étape-là, je pense que ça en dit long un peu sur l'état d'esprit des marques et à quel point c'est quand même pas n'importe quel moment, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il y a une coordination et probablement d'ailleurs en partie orchestrée, et c'est de bonne aloi, hein, effectivement, et ce sera au bénéfice de la lisibilité pour le consommateur. C'est sûr que quand on y repense, Pavillon, ça fait vraiment marque de daron, quoi. et je me considère être un bon vieux daron archétypal, hein, mais c'est vrai que Pavillon, tu vois, il y a quelque chose. Non, puis même, il y avait la gamme Spectre et la gamme Dragonfly, par exemple, étaient sur les mêmes gammes de prix, avec des plus et des moins que tu pouvais pas forcément bien comprendre. C'est un peu... Et là, pour circuler sur Apple, c'est un peu le cas de leur gamme iPad, où des fois tu comprends plus vraiment les différences entre iPad 10, iPad Air et iPad Pro, où c'est un peu fou des fois, hein, on va pas se le cacher. C'est pas forcément toujours très clair, quoi. iPad mini étant peut-être le plus clair, Pro à la limite aussi, alors, tu sais que c'est le temps, meilleur. Alors, entre l'iPad tout court et l'iPad Air, entre les deux, c'est et en même temps, l'iPad mini, c'est un iPad 10 en plus petit, mais en 2 fois plus cher. C'est vrai aussi. Et d'ailleurs, pour compléter les rumeurs indiquent qu'il ne serait pas mis à jour avant un petit moment, l'iPad mini met toujours beaucoup de temps à se mettre à jour. C'est probablement le cas pour la prochaine version. On va enchaîner après ces présentations de Microsoft, mais vous l'avez compris, il faut absolument qu'on reste encore un petit peu dans l'univers de l'intelligence artificielle générative avec alors déjà un petit mot ChatGPT. Moi avec GPT-4o, l'autre jour j'ai lancé l'app et puis ils m'ont dit est-ce que vous voulez tester GPT-4o? Bah oui, let's go, je teste. Et en fait bêtement, tu sais, je lance l'interface vocale et bon, c'était encore plus lent que Siri quand il fonctionne en 3G. Et j'ai compris après coup que GPT-4o, ok, c'était peut-être bien le modèle de langage qu'il y avait derrière, mais que l'interface vocale, elle n'était pas propulsée avec les dernières technos. Donc voilà, patience. Le nom de l'interface vocale, c'est GPT Voice, et elle n'arrivera pas avant plusieurs semaines, au moins en anglais. Je suis pas sûr qu'en français soit tout là. Et évidemment, par extension, il n'y a pas non plus la vision, quoi. Donc le fait de filmer derrière. Donc patience, mais ça va arriver. Et par contre, il faut faire super gaffe avec les voix. C'est le sujet un peu closer de cette semaine, mais sur lequel on peut s'attarder un tout petit peu. On a un petit effet de mauvais buzz concernant OpenAI, qui a communiqué sur le fait qu'il retirait une des voix de ChatGPT, la voix qui s'appelle Sky, et c'est la voix qui ressemble, on doit tous le reconnaître, je pense, de très près à la voix de Scarlett Johansson. Elle-même, d'ailleurs, s'est dit choquée quand elle a entendu les démonstrations avec Sky, son entourage également. Et à la limite, on pourrait partir du principe qu'il y a une inspiration vocale.
Parce que, vous le savez, la voix de Scarlett Johansson, c'est celle aussi qui a interprété Her dans le film dont on a déjà depuis largement parlé, surtout depuis la conférence d'OpenAI. Alors, ça pourrait être une histoire de point de vue plus ou moins subjectif, mais il y a des petits éléments qui pointent dans la direction d'une utilisation peut-être abusive de la voix de Scarlett Johansson. Il y a d'une part le fait que Sam Altman, quand il avait communiqué sur Twitter, sur l'arrivée de GPT-4o, il avait explicitement cité Her. On sait que c'est évidemment quelque chose qui les anime et qui les guide, mais surtout, et je pense que c'est le truc qui interpelle le plus, Scarlett Johansson décrit le fait qu'elle a été approchée par Sam Altman pour prêter sa voix à ChatGPT, y compris même, d'après les indications qui sont parues dans la presse plus récemment, quelques jours avant la 48 heures. conférence, 48 heures avant la conférence d'OpenAI, ce qui quand même ne peut pas ne pas poser question. Donc, bon, OpenAI, ils disent retirer la voix Sky, même si ils se défendent que ce soit la voix de Scarlett Johansson, ils disent que c'est la voix d'une actrice qui a sa propre interprétation et qui a sa propre identité. Ça pose en fait beaucoup de questions sur la manière dont OpenAI gère les droits. Est-ce qu'ils ont pas mis la charrue avant les bœufs dans cette histoire? Est-ce qu'ils se retrouvent pas un peu piégés? Bon, sur le plan technologique, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. On pourrait en dire sur le plan de l'utilisation de la propriété intellectuelle, etc. Mais bon, sur le plan de la technologie, je ne sais pas s'il y a grand-chose à en dire. Mais tu as suivi ce petit gossip, Cassim, Oui, alors non, mais enfin pour moi c'est un sujet. Alors, enfin, le sujet me fait rire aussi, mais je pense que c'est un sujet à côté du fait qu'il me fasse rire, qui est un sujet assez sérieux, parce que ça pose la question du regard d'OpenAI sur la loi et sur le respect des autres et sur le respect du consentement, qui est quand même un truc avec lequel ça fait plusieurs fois qu'on se pose des questions vis-à-vis d'eux. Je vous rappelle qu'ils sont en procès avec le New York Times pour avoir volé du contenu du New York Times pour entraîner leur IA. Je rappelle aussi que concernant Sora, donc le moteur de génération de vidéos, quand on les interroge sur le fait d'avoir pris illégalement les vidéos de YouTube pour pouvoir entraîner leur IA, ils sont incapables de répondre dans un sens ou dans l'autre et ils ne souhaitent pas répondre. Donc ils ont clairement pas fait les choses correctement. Donc ils ont clairement un passif qui au moins interroge concernant les ayants droit et le droit d'auteur. Et ils ont un passif aussi d'ailleurs du coup de mauvaises relations avec les artistes, le monde artistique d'une manière générale. Donc ça c'est le point de départ. Et on en arrive à cette affaire avec Scarlett Johansson, du coup, qui, moi, du coup, me fait pencher quand même. Alors, dans mon article, j'ai gardé tout le conditionnel nécessaire à ce genre d'affaires, mais me fait quand même relativement pencher en la faveur de Scarlett Johansson, surtout à la lumière effectivement de cette réponse un peu lunaire de Sam Altman et de OpenAI, qui explique que non, c'est pas sa voix, que nous avons recruté la voix de Sky avant de prendre contact avec Madame Johansson. Et par respect pour l'actrice, nous avons cessé d'utiliser la voix de Sky dans nos produits. Non, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est la voix de quelqu'un d'autre et il n'y a pas de problème à continuer d'utiliser cette voix-là. Soit c'est vous avez pompé la voix de Scarlett Johansson et en fait vous arrêtez de l'utiliser parce que vous avez bien vu qu'il y avait le procès qui arrivait dans votre gueule et en fait ils ont calmé le jeu, quoi. Mais tu peux pas, et en plus tu peux pas appeler Scarlett Johansson 2 fois en l'espace de quelques mois, une fois en septembre dernier et une fois 48 heures avant la conférence, si c'est pas pour dire que la voix de Sky qui va être utilisée dans la conférence, c'est sa voix en fait. Enfin, il y a un moment, faut être cohérent d'un bout à l'autre de l'histoire, quoi. Je comprends même pas vraiment quelle histoire OpenAI essaie de raconter. Ça fait vraiment le chien à manger mes devoirs, quoi. Et je trouve que c'est très caractéristique de l'attitude de Sam Altman et de la direction d'OpenAI depuis pas mal de temps, qui, sous prétexte qu'ils font de la technologie qui est bluffante et qui impressionne le monde entier et qu'ils arrivent à réunir des millions de dollars, à avoir des partenaires prestigieux comme Microsoft et probablement Apple, sous prétexte de ça, ils se permettent de vraiment d'agir comme des cow-boys au Far West et de ne pas du tout respecter ni le droit ni l'état de droit, de se sentir pas concerné par le juridique, par le droit. Et je trouve que c'est assez sérieux.
sachant que en plus ça arrive, tu parlais de bad buzz pour OpenAI, ça arrive aussi dans la foulée de l'idée, alors j'ai pas encore assez creusé le sujet pour le commenter totalement, mais ça arrive dans la foulée du fait que globalement plusieurs des responsables, on va dire, de la sécurité chez OpenAI, enfin en tout cas de l'éthique plutôt chez OpenAI, ont démissionné, ont été renvoyés de OpenAI ces derniers jours ou dernières semaines. Donc, On en a touché un mot dans l'épisode de la semaine dernière, effectivement. Donc ça arrive au mauvais moment, quand même. On est quand même dans cet écosystème-là où, globalement, on comprend que Sam Altman a le contrôle total sur OpenAI et maintenant n'a plus aucun frein. Et en fait, on a... et oui, voilà, il n'a plus aucune restriction sur l'éthique. Et on arrive sur ce contexte-là avec une affaire potentiellement de voix volée. C'est difficile de laisser le bénéfice du doute à OpenAI dans ce contexte-là pour le moment. Après, évidemment, ce sera... éventuellement aux tribunaux de juger ça, mais j'avoue que moi je suis pas très favorable. J'aime beaucoup, mon cœur de technophile est très favorable à tout ce qu'on fait avec l'IA générative, mais ma fibre politique n'est pas très favorable avec la façon dont l'IA générative aujourd'hui est entraînée, la façon dont ça peut créer du tort pour les artistes ou le monde artistique. Voilà. Voire même comment ça a pu exploiter par certains aspects, mais on l'avait dit dans Tech Café, certains travailleurs dans des endroits reculés du monde. Bon, ça pose effectivement énormément de questions et des réserves. Et d'ailleurs, pour abonder dans ton sens, tu sais que j'ai une marotte, moi, depuis l'arrivée quelque part auprès du grand public de ChatGPT et de tous ses usages. Moi, j'ai une marotte, c'est quelle est cette relation ambiguë pour moi entre Microsoft et OpenAI qui est massive. Je ne sais pas s'il y a un précédent avec des partenariats aussi stratégiques par le passé. J'arrive pas à me rendre compte. J'ai l'impression que c'est assez inédit. Quand on parle de partenariat entre Google et Apple pour l'iPhone, je pense qu'on est bien en dessous de la dimension que ça peut représenter. Et je peux pas m'empêcher, quand je vois ces constats et que je partage et que je fais mien tel que tu les décris, de me dire Microsoft a tout intérêt à se servir d'OpenAI comme étant une entité qui va assumer juridiquement d'utiliser des procédés que Microsoft s'interdirait peut-être de faire d'un point de vue culturel et parce que sur le plan historique, d'un point de vue juridique, ils savent qu'il y a des limites à pas dépasser. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir cette entité OpenAI qui est différente de la leur, avec laquelle ils ont un partenariat, autorise aussi le développement de l'intelligence artificielle et des usages. Bon, c'est un peu théorie du complotesque. Hein. Peut-être, mais c'est vrai que c'est un élément intéressant. En tout cas, je trouve que c'est pas très sérieux de la part de Microsoft qui beaucoup de communication sur l'éthique justement dans l'IA et de faire oh là là, faut qu'on fasse attention avec l'utilisation de l'IA. C'est pas nous, c'est notre partenaire. Je trouve ça très critique et très critiquable. Et du coup, moi, je m'interroge encore plus que Microsoft sur l'éventuel partenariat avec Apple, parce que autant Microsoft c'est une marque tech de commerciaux, voilà. Autant Apple, c'est une image de marque aussi. Tu vois, c'est cette image de marque qui, main sur le cœur, ne te vend pas des produits pour te vendre des produits, mais te vend des produits pour te sauver la vie, Guillaume. C'est ça le but d'Apple. Et ta vie privée en plus. Et voilà, c'est bien sûr. Ils font, tu sais, ils aimeraient faire autre chose de leur vie, mais en fait, ils se sacrifient pour nous offrir des produits qui nous sauvent la vie. Ah bah non, mais totalement. Dernière chose pour abonder encore un tout petit peu dans la réflexion que tu as dessinée, c'est vrai que dans les réponses d'OpenAI, même sur le plan des relations presse, il y a des choses qui interpellent, c'est quand ils disent la voix de Sky n'est pas celle de Scarlett Johansson. Bon, tu pourrais prendre cette phrase et la considérer comme étant une affirmation, ça se prouve pas, ok. Et n'a jamais été conçue pour lui ressembler. Oui, alors ça, non, mais par contre, pourquoi est-ce qu'il complète cette phrase? Parce que ça me paraît vraiment invraisemblable d'imaginer qu'il n'y a pas au moins un peu de ressemblance entre les deux voix. Les deux voix se ressemblent, c'est pas un hasard, ça peut pas être un hasard. Et deuxièmement, comment tu peux dire ça n'a jamais été en projet de faire ressembler la voix si tu as contacté 2 fois l'actrice dont c'est la voix. C'est exactement ça. Vraiment, c'est d'une mauvaise foi invraisemblable. Je termine. Nous sommes désolés pour Madame Johansson. Bon, très bien. De ne pas avoir mieux communiqué. Et ça, pour moi, c'est révélateur de pas mal de grands responsables politiques qui se retrouvent pris la main dans le sac pour diverses affaires, ou d'ailleurs différents responsables industriels qui sont aussi mis en cause dans des affaires publiques, de dire on est désolé, on a mal communiqué. C'est une affaire de pédagogie. Non, le problème n'est pas là. Mais c'est ça, on n'a pas utilisé les bons mots.
Bon, allez, on va les mettre de côté. Plusieurs autres petites news. L'AI Act est voté, voilà, côté Union européenne. Donc, ça va mettre encore 2 ans à être mis en application. Hein. Je vous rappelle, c'est un dispositif qui qui s'appuie sur une classification des intelligences artificielles avec 4 critères, 4 seuils de risque, nul, limité, élevé, inacceptable. Évidemment, quand c'est inacceptable, c'est pas mis en place. Il y a pas mal d'industriels qui ont émis des réserves quant à cette orientation législative sur le fait que ça allait peut-être pénaliser les développements et en même temps, ça risquait probablement de créer pas mal de flou. On ne peut pas leur reprocher de réfléchir à la question. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser quand même que 2 ans de mise en application, c'est un délai normal, mais à l'échelle de l'intelligence artificielle, on parle de plusieurs générations, en fait, 2 ans. Donc, bon, je sais pas ce qu'il en sera. Je continue avec l'intelligence artificielle et tu pourras réagir si tu veux ou pas, Cassim, à ces sujets. Mais Linux, c'est rigolo de voir que c'est un peu 2 salles, 2 ambiances. C'est pas nouveau, hein, mais il y a certaines distributions et certains organismes qui sont certaines distributions Linux qui ont explicitement banni le code qui était généré par intelligence artificielle. Donc comprenez, c'est le code qui développe le système d'exploitation. Donc la distribution basée sur Unix, il y en a plusieurs. Il y a NetBSD et Gentoo. Il y a des discussions aussi chez Debian, dans les équipes qui développent la version Debian. Je suis partagé. Il y a quelque chose, là pour le coup, je parlais de noblesse dans le développement que je trouve très noble de leur part, de dire on ne veut pas de code généré par intelligence artificielle pour faire fonctionner le système d'exploitation derrière lequel des utilisateurs, des programmes, des écosystèmes, des services fonctionnent. Je trouve ça vraiment très noble. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais comment est-ce que dans les faits, ça va se mettre en œuvre de le bannir? Ok, si tout le monde doit signer un document de son sang pour dire, ouais, non, moi je participe au développement de la distribution, mais promis, hein, j'utilise pas l'IA. Jusqu'à quand ce sera tenable? Je sais pas, je me rends pas compte. Je sais pas si tu avais des réflexions Je sais sur pas, les mais encadrements de l'IA. je sais pas, mais c'est nécessaire, ne serait-ce que pour la question de l'open source, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas. Quand tu fais de l'open source, tu peux pas modifier un logiciel, le code source d'un logiciel en utilisant justement une IA dont le code, enfin qui peut potentiellement à pomper son travail, tu vois, en termes de droit d'auteur. Ça me semble très discutable et pas forcément compatible en termes de philosophie avec l'open source, quoi. Ouais. Donc je trouve ça très logique. En plus de s'aligner avec quand même une certaine orientation politique qui me semble assez alignée aussi avec Linux, voilà. Mais après t'as raison sur le fait que le problème, un des soucis qui se pose avec l'IA, c'est le fait que plus on va avancer, plus on va s'approcher des résultats non vérifiables si ça a été obtenu ou non à l'aide d'une IA, quoi. C'est ça. J'ai quand même tendance à penser qu'il y a peut-être moins de... je dis peut-être des bêtises, peut-être des énormités. J'allais dire, il y a peut-être moins de contenu et de matériel pour entraîner les intelligences artificielles concernant le développement des systèmes d'exploitation en tant que tel, plutôt que des applications de services. Mais en fait, non, je pense que c'est peut-être une bêtise. Je pense qu'il y en a énormément. Oui, en fait. oui. Amende fait Apple. Apple fait amende. Apple fait appel, je vais y arriver, de son amende de 1,8 milliard. Vous savez, on en avait parlé concernant notamment les positions qui sont tenues vis-à-vis en particulier de Spotify. C'est Spotify qui est largement derrière cette démarche. Et bon, voilà, Apple avait été désigné avec une amende de 1,8 milliard. On en avait parlé. Ils font appel. Ils avaient dit qu'ils feraient appel. Là, ça y est, c'est formalisé. Donc le combat juridique continue, on pouvait s'y attendre. Et un combat juridique qui ne fait a priori que commencer, mais qui est là aussi sans précédent. Et je sais, je crois savoir comment tu vas pouvoir réagir à ce sujet, Cassim, parce que tu parlais d'orientation politique. Et évidemment, je pense que les auditeurs l'ont identifié et senti. J'ai des similitudes avec les positions politiques que tu peux tenir, mais TikTok est banni sur la Nouvelle-Calédonie. C'est l'État français qui a mis en œuvre ce blocage parmi plusieurs mesures, prétextant le fait qu'il y avait du contenu qui était susceptible d'augmenter l'organisation des violences dans le cadre des émeutes qui se déroulent actuellement
en Nouvelle-Calédonie. Alors, on ne va pas revenir sur les raisons Mhm. politiques de ce soulèvement en Nouvelle-Calédonie qui sort du contexte tech. On pourrait en parler parce que ça pourrait être un sujet tout aussi passionnant, mais je pense que Tech Café n'est ni le lieu, ni évidemment cette semaine le moment pour en parler. Mais quand même, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, ah ouais, mais ok, en fait, l'État français fait la même chose que tous ces États qui, toutes ces dernières années, étaient identifiés comme des États totalitaires et qui bloquaient des réseaux sociaux dans des pays, alors voilà, des noms de pays qu'on a l'habitude de citer dans ce genre d'affaires au travers des épisodes du podcast. Mais je ne pensais pas possible que la France pourrait arriver à cette situation. Bon. Alors après, si je me fais un petit peu Tu ne te l'avocat du pensais- diable, tu te le pensais pas possible, Guillaume? Dis-le. bah, je ne l'avais jamais mesuré, en fait, pour le coup, et je ne l'avais jamais constaté. Après, pour me faire vraiment l'avocat du diable jusqu'au bout, et pour essayer d'offrir tous les champs de réflexion possibles, peut-être qu'il y a des éléments concernant TikTok qu'on n'a pas identifiés et que l'État a identifiés et qui justifient le fait de cibler spécifiquement ce réseau social, tu vois. Non, mais Franchement. alors pour le coup, je vais justement être partagé, figure-toi. Ah, ok. Enfin, disons que je comprends effectivement le fait que il y ait une sorte de volonté du coup, donc, de bannir TikTok par peur, notamment de l'ingérence étrangère qui puisse. Et ça, donc c'est quelque chose que l'État français a mis en avant. Et c'est quelque chose auquel je pense, assez sensible. Je pense effectivement que sur les réseaux sociaux, il peut y avoir des forces étrangères, notamment la Russie et la Chine, qui peuvent essayer de faire de l'ingérence via de la propagande, via des bots, etc. Faire de la propagande. Ça a été mesuré et confirmé d'ailleurs. Pour créer de l'unrest en anglais, du désordre, voilà, du désordre en français. Donc ça, je veux bien le partager, je veux bien être d'accord en gros, même si bon, c'est pas forcément à moi de juger, mais j'ai l'impression que ça me semble tenable comme argument. En revanche, c'est là que la casquette d'avocat du diable disparaît, c'est qu'en fait, malgré ce risque que je mesure et que je comprends que ce soit un danger, etc. Alors déjà, je pense qu'il existe aussi sur Twitter et Facebook, et donc pourquoi bannir TikTok et pas les autres, c'est une question. Je dirais aussi surtout que ça reste. Il y a des choses qui sont inaliénables dans l'état de droit et dans un état démocratique, et je pense que c'est un précédent très dangereux que d'interdire TikTok sur un morceau du territoire français, parce que c'est un morceau du territoire français. Et je pense que je pense que c'est très dangereux et que c'est un précédent très dangereux. Et là, je vais pas m'étendre trop sur effectivement l'aspect politique et sortir de la tech, mais je pense qu'il faut faire très attention avec ce genre de précédent dangereux dans un contexte où la force politique peut changer de main demain. Et que quand tu crées ce genre de précédent, tu donnes des gages pour le futur, pour d'autres personnes qui pourraient être mal intentionnées en réutilisant les mêmes outils et qui pourront dire, en fait, avant nous, il y en avait d'autres qui avaient utilisé les mêmes outils, je vois pas pourquoi nous, on nous critiquerait pour l'utilisation de ces outils. Et ces personnes-là, quand elles le feront, elles auront totalement raison d'un point de vue de l'argumentation, et elles seront légitimes à mettre en place ces mêmes blocages parce que le gouvernement actuel aura créé cette nouvelle frontière, ouvert cette boîte de Pandore. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup la façon dont tu as complété l'argumentation à ce sujet-là, et j'y souscris pas mal. Et évidemment qu'il y a de l'ingérence, mais alors je pense que TikTok est très loin d'être le seul canal où il puisse y avoir de la désinformation propulsée par, y compris de la publicité d'ailleurs. Et si vous voulez en savoir plus sur les bots, n'hésitez pas à aller voir les nus dans mon profil. Okay. Écoute, on dira regarder. Un petit mot. Alors, pendant qu'on parle de réseaux sociaux, on doit définitivement dire adieu à Twitter parce que, on va pas se mentir, on continue à taper twitter.com dans la barre de son navigateur pour aller sur X, mais bon, ça y est, la redirection maintenant se met en place vraiment partout et tout bascule vraiment sur x.com, donc il va doucement falloir s'installer. C'est marrant parce que j'étais le premier à critiquer le nom et je continue à le critiquer, c'est naze en fait, x.com ou X, je trouve ça vraiment pas top. Mais ça s'est plus installé dans les usages que ce que je pensais. C'est-à-dire que je pensais que ce serait le niveau 0 des usages. Personne dirait X. Et en fait, j'entends quand même régulièrement les gens dire sur X, anciennement Twitter, ou sur Twitter, désormais X. Alors, donc, tu vois, je suis un peu d'accord. C'est moins mauvais que ce que je pensais. Alors, je suis un peu d'accord, et en même temps, ça fait plus d'1 an que le truc a changé. Et tout le monde précise toujours Twitter.
Et j'avoue que nous, on a fait le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a eu cette tendance pendant un temps sur Android à dire X, anciennement Twitter, etc. Anciennement Twitter. Et maintenant, on se fait plus chier, on dit Twitter. Moi, je dis Twitter entre parenthèses X. Comme si Twitter était le vrai nom. Non, mais enfin, parce que au moment, faut ça. Enfin, voilà quoi. Et je en profite pour glisser la recommandation que je fais régulièrement, qui est d'installer Control Panel for Twitter. C'est une extension de navigateur et une application sur iOS qui marche pour tous les navigateurs quasiment. Il me semble. Il y en a pour Edge, pour Chrome, pour Safari et pour Firefox de mémoire. Et qui permet de ajuster les options de Twitter. Ça permet notamment de démusquiser pas mal de changements de Elon Musk. Et ça permet, par exemple, moi, quand je vais sur Twitter, j'ai un oiseau bleu. Mon onglet s'appelle Twitter. Et je n'ai pas l'onglet pour vous, je n'ai pas les tendances. Et j'ai un certain nombre d'options voilà, qui sautent. Et j'ai un Twitter qui est très propre. Donc, je vous recommande. Ça s'appelle Control Panel for Twitter. C'est gratuit. C'est gratuit et j'imagine que c'est open source, on peut aller voir sur les GitHub. développeurs, ce qu'ils font, etc. Parfait. Merci pour la reco et la préco. Je termine par un sujet. Est-ce que tu as suivi ce que Sanofi a présenté tout récemment, Cassim, comme nouveau dispositif médical? Moi, alors j'ai vu le conducteur, mais sinon je n'avais pas suivi, donc je vais te laisser... Ah, parfait. On sort un tout petit peu de la tech, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en toucher un mot. Ça a été un sujet qui a été mis en lumière par G1000g. Alors, G1000g, c'est une chaîne YouTube qui tend à travailler sur pas mal de debunks, de désinformation. Il a tendance à dénoncer un certain nombre de prises de parole qui touchent au surnaturel et au bullshit. C'est lui d'ailleurs qui avait mis en avant la crème quantique de Guerlain, qui avait... Voilà, et donc il a récidivé. En fait, des histoires de patch bidon, il y en a des dizaines, des centaines, et lui-même dans sa vidéo indique qu'il n'avait pas l'intention d'en parler, mais là on est sur quand même quelque chose d'assez massif. C'est Sanofi donc qui sort des nouveaux dispositifs médicaux qui s'appellent, alors c'est une gamme Initiv, ça s'appelle, et évidemment il le lance à grand renfort de publicité et de communication en lien avec les Jeux Olympiques, puisque ça fait partie des partenaires majeurs des Jeux Olympiques. Et vous pourrez évidemment consulter la vidéo et creuser le sujet, mais il n'y a absolument rien qui justifie le coût et la mise à disposition de ce patch qui prétend s'appuyer sur nos ressources naturelles. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en creusant même sur les études sur lesquelles s'appuie Sanofi pour mettre en avant ce dispositif médical, ils reconnaissent, dans les études, c'est reconnu qu'en fait, il n'y a pas de plus-value avec ce patch que simplement mettre sa main, tu vois, pour réchauffer un endroit qui te fait mal. Enfin, vraiment, c'est le niveau zéro de la plus-value et surtout du dispositif sur le plan scientifique et médical. Et en fait, ce qui vraiment, moi, m'a vraiment mis en colère quelque part et qui soulève mon indignation, c'est à la fin de la vidéo l'explication et le témoignage de pas mal de pharmaciens qui expliquent, alors je découvrais vraiment ce sujet-là, que Sanofi, c'est aussi le Doliprane, et que évidemment, si tu es un pharmacien et que tu proposes pas de Doliprane, non mais allô quoi, t'es une fille et t'as pas de shampoing. Et Sanofi te propose des réductions importantes sur ton Doliprane quand tu es pharmacien, si tu acceptes de jouer le jeu. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des têtes de gondole dans les pharmacies qui mettent en avant les patchs complètement bidons de Sanofi de la gamme Initiv, alors que les pharmaciens eux-mêmes savent éperdument qu'il n'y a absolument aucun avantage sur le plan médical, et voire même, c'est contre leur propre valeur qu'ils mettent parfois à disposition dans leur rayon des officines ces patchs. Allez regarder la vidéo. Moi, j'ai été complètement estomaqué par ce type de scandale et le fait que ce truc, par exemple, ne soit pas encadré. Tu vois, on parle d'encadrement de l'intelligence artificielle avec des choses qui arriveraient en Europe, des choses très réfléchies et tout. Et ça, c'est possible légalement aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous partager mon indignation qui touche finalement très très peu à de la tech, sur laquelle évidemment on pourrait faire plein de parallèles, mais ce serait raccrocher un peu trop grossièrement le sujet au podcast. Mais je voulais m'autoriser cette petite fenêtre de liberté pour me plaindre et vous partager ce sujet et cette indignation. Quand tu iras en pharmacie, Cassim, et qu'on te proposera un patch Initiv, tu penseras à moi, tu penseras à ce sujet.
Dernier sujet dans la rubrique jeux vidéo, hein, pour tenter d'être à la hauteur des conducteurs de Guillaume Podjaspala, et je vais être évidemment un petit peu maladroit parce que je vais pas le faire aussi bien que lui, mais c'est quand même important, hein, de souligner que Minecraft fête ses 15 ans. Putain, 15 ans, tu te rends compte? Je sais pas s'il y a un historique de jeux vidéo comme ça sur vraiment le même jeu. Alors, il a beaucoup évolué, tu vois, mais il y a plein de jeux qui ont avancé avec des V1, des 2, des 3, etc. Mhm. Mais Minecraft, quoi. Incroyable, et qui est au passage en promo à plein d'endroits. Donc, comme je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vous intéresser à Minecraft, vous avez même été sensible au dossier de Guillaume Podjaspala où ils expliquaient pas mal d'astuces pour proposer vos propres serveurs et customiser un peu Minecraft. Peut-être que vous serez intéressé pour là découvrir et profiter des promos dès 15 ans de Minecraft. Est-ce que tu as déjà joué à Minecraft, Cassim, ou est-ce que Oui. c'est juste un sujet? Oui, ok. Ouais, alors T'as de bons souvenirs. j'ai découvert j'ai découvert et acheté Minecraft quand c'était un truc que tu pouvais jouer seulement sur le web et Ah ouais. que tu étais dans une toute petite map et que tu étais en mode, en gros, le mode créateur, quoi. Et j'ai vu et que le sol, bref, ouais, c'était très très early, quoi, on va dire. Mhm. Et oui, le jeu a quand même bien évolué depuis, et surtout, au-delà du jeu, c'est devenu vraiment ouais, une plateforme, un truc, enfin, c'est devenu plus large que le simple jeu vidéo, quoi. Bien sûr. Et ça a traversé des générations aussi, c'est surtout le jeu de certaines générations, c'est leur gros jeu, quoi, et c'est assez bluffant, quoi. Et c'est un truc, dans le jeu vidéo, on se focalise souvent sur les nouvelles sorties de jeux. À raison, enfin, c'est ce qui fait l'actualité, mais Mhm. on oublie souvent à quel point certains jeux existent encore et sont toujours. Aujourd'hui, Minecraft, il y a enfin, finalement, il y a peu de sites qui vont en faire des tonnes et des tonnes de news ou de vidéos ou de trucs comme ça pour parler de Minecraft, alors que ça reste encore aujourd'hui un des jeux les plus populaires au monde, avec Fortnite ou avec d'autres, quoi. Et qui évidemment n'est pas du rétro gaming, c'est pas non plus un jeu service, Minecraft, quelque part c'est un peu un ovni, j'ai l'impression. Si, tu le qualifierais de jeu Si, service, moi je toi? qualifierais de jeu service, hein. C'est un jeu qui est mis à jour régulièrement Ok, avec du nouveau contenu. ok, ok, oui, ouais, ouais, ça se tient, effectivement. Ok, merci beaucoup, Cassim, en tout cas, bah, alors déjà d'avoir participé à cet épisode, d'avoir su compléter et corriger avec habileté les différents contenus que j'avais pu collecter pour le conducteur de cet épisode. Merci beaucoup de répondre présent, même quelques jours avant l'enregistrement pour m'accompagner. Il est grand temps que tu puisses dire à nos auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver. Et ben, vous pouvez me retrouver sur frandroid.com où je couvre toute l'actualité de la tech, et d'ailleurs on prépare pas mal de belles choses sur Frandroid qui vont arriver là dans les jours et semaines à venir. Pas mal de contenu, de vidéos, une nouvelle émission sur Twitch, donc il y a pas mal de choses qui vont bouger du côté de Frandroid. Et pour ma part, ça va être un décollage dès la semaine prochaine pour Taipei, pour aller au Computex, c'est le salon de l'informatique annuel, dont on entend moins parler que le CES ou le Mobile World Congress, mais qui cette année, à mon avis, va être crucial, puisque Bah carrément. c'est le salon du PC, et c'est le salon du coup où AMD, Intel et Qualcomm et Nvidia ont déjà prévu d'y faire des conférences. C'est aussi là où Asus, Acer et compagnie vont tous présenter des nouvelles machines. Donc il y aura de quoi faire, et on va visiter ça avec Robin, qui est un vidéaste de Frandroid qui nous accompagne et que vous voyez des fois derrière ou devant la caméra. Et donc tout ça, vous allez le retrouver dans les semaines à venir aussi sur Frandroid. C'est sûr qu'après tout ce qu'on a dit là sur le panorama du PC à l'heure de l'intelligence artificielle et tel que décrit Ouais. par Microsoft, si on surveille pas ça de près, on passe à côté de quelque chose. Mais je fais confiance à Guillaume Podjaspala qui relaie à chaque fois Computex avec son regard acéré. Il pourra nous aider à y voir clair, comme tu vas le faire de ton côté, Cassim, pour Frandroid. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur mon site guillaumevendée.fr, là que je suis en train de migrer. Je vais essayer de rendre tout ça un petit peu plus propre et un petit peu plus utilisable que le grand fourre-tout que j'avais avant. C'est une de mes marottes ces derniers temps. En attendant, évidemment, si cet épisode, vous l'écoutez jusqu'au bout, si vous a informé, diverti, permis de passer un bon moment et qui vous a été une fenêtre d'éclaircie
dans votre morne journée. Je vous invite à vous rendre sur patreon.com/techcafé et envisager un soutien, mais à minima, si vous ne l'avez pas déjà fait, à déposer un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict, l'occasion probablement de vous citer dans un épisode qui sera diffusé normalement dès la semaine prochaine. Retour donc avec Guillaume Poggiaspala dès mardi prochain. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao à toutes et à tous. Ciao.